Et enfin, dans l'actualité internationale, trop de morts, pas assez d'aide. L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République les membres du comité directeur des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Cette délégation a participé aux travaux de la 13e réunion ordinaire du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées qui a eu lieu du 24 au 25 octobre au Djibouti Palace Campeski. Créée en 2006 sous le patronage du président de la République, cette organisation Inspection générale d'État africain revêt une importance particulière dans le pays actuel en vue d'assurer la bonne mise en œuvre des orientations fixées par les chefs d'État respectifs dans la gestion des affaires publiques. Elle est aussi une plateforme d'échange d'expertise pour évaluer les enjeux majeurs liés à la gouvernance, à la transparence et à la responsabilité dans les administrations publiques africaines. Au cours de l'entretien, le chef de l'État et les membres du comité directeur des inspections d'État en Afrique ont abordé plusieurs points, notamment l'importance du 13e forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, qui est un espace de dialogue et apprentissage mutuel en vue de trouver des solutions communes pour surmonter les défis et exploiter les ressources pour un développement durable. Composé des principaux responsables, son comité directeur, la délégation de la FIDJ, reçue par le chef de l'État, était conduit par l'inspecteur général d'État de la République de Djibouti et par ailleurs secrétaire général de la FIDJ, M. Hassan Issa Sultan. À noter également la présence du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdoulaye Ouass, de l'inspecteur général d'État de la République de Djibouti et secrétaire général de la FIDJ, M. Hassan Issa Sultan, ainsi que la conseillère économique du chef de l'État et président du conseil d'administration du Fonds souverain de Djibouti, M. Mohamed Zeki Kayed. Eh bien, le contrôleur général d'État de la République du Congo et celui d'Angola ont remercié le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien et son appui pour les efforts et le travail continu de cette organisation qui est le FIDJ. Écoutons-les. Au sujet, c'est d'abord de venir remercier le président pour son soutien indéfectible à notre organisation, qui est au fait le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et des institutions assimilées. Donc nous sommes venus le remercier pour l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir. Nous sommes ici en pleine réunion. C'est la 13e réunion ordinaire du comité directeur du FIDJ. Et c'est pour cela que nous sommes venus lui faire un compte rendu des travaux que nous avons eu à faire et de suggérer certaines doléances que nous voulons que le président porte au niveau vraiment des institutions internes africaines. L'objectif de ce forum, c'était de permettre à ce que nos États et nos institutions adoptent les bonnes pratiques pour aller vers la bonne gouvernance, pour aller vers la transparence, pour essayer de faire de telle sorte que les ressources que nous avons et que nous devrons permettre à ce que ces ressources puissent aller essentiellement vers le développement. Nós pensamos que o fórum Le forum, très important pour le combat à la corruption, à la fraude. C'est les mêmes choses qu'ils ont parlé avec le président aujourd'hui. Et il croit que c'est très important pour le pays et de cette organisation pour travailler pour le développement des institutions, le développement de le continent. Et que l'activité que le FIDJ fait, c'est très important pour l'Afrique. Eh bien, l'inspecteur général d'État de la République de Djibouti et secrétaire exécutif du FIDJ a indiqué que ce forum est une occasion de discuter, d'échanger et d'expertise des pays membres en vue de renforcer à l'essor de la gouvernance et de la transparence administrative. Écoutons-le. Le deuxième comité directeur du forum avait pour objet d'approuver plusieurs documents importants qui étaient statutaires pour l'instant, notamment les états financiers et les rapports d'activité de l'année 2022.
et était aussi consacré à la préparation de la prochaine Assemblée générale d'État, de l'Assemblée qui aura lieu en Angola. Les activités, le forum est une plateforme d'échange et de réflexion qui permet aux instants membres d'améliorer leurs performances pour mieux servir leurs pays respectifs. Et nous sommes heureux d'avoir rencontré aujourd'hui le président de la République qui nous a félicités parce qu'il faut savoir que cette institution a été créée en 2006 grâce à l'appui du président de la République et depuis lors, le président nous a toujours soutenus. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, a reçu en cette fin de matinée, en présence du secrétaire général de la primature, Mme Anne Lovergon, accompagnée par des experts ministres délégués en charge de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou. En effet, faisant suite à la rencontre de la Vivatech 2023 à Paris, le salon sur l'innovation et les startups, ALP a été convié par le ministère en charge de l'économie numérique et de l'innovation à venir partager son expertise dans le domaine de l'innovation dans le but de concrétiser une potentielle collaboration avec Djibouti. En effet, Mme Anne Lovergon, via Anne Lovergon Partenaires, structure des conseils d'investissement créés en 2011, porte une expertise avancée dans les domaines de l'innovation, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que des investissements. Cette visite de travail permettra de présenter leurs réalisations, d'explorer les opportunités d'investissement et de partager les meilleures pratiques en matière d'innovation avec les acteurs djiboutiens. Eh bien, pour Mme Anne Lovergon, perçoit Djibouti comme un hub stratégique qui pourrait aussi devenir un hub de l'innovation et la nécessité de mener la réflexion sur les changements de business model pour le développement de l'innovation. Écoutons-la. Je suis la fondatrice et la présidente d'ALP. Notre spécialité, c'est l'innovation. L'innovation sous toutes ses formes. Et nous nous sommes rencontrés avec un certain nombre de personnes venant de Djibouti au salon Vivatech, le salon des startups. Et on a commencé à discuter. Et ils m'ont invité à venir ici. Je viens de rencontrer le Premier ministre, le ministre du Budget, la ministre du Numérique. Et le sujet, c'est l'innovation. Comment le digital et l'innovation en général peuvent changer les vies, changer aussi les façons de faire. Comment pousser l'entrepreneuriat. Et je dois dire que toutes les discussions que j'ai eues m'ont montré à quel point le gouvernement de votre pays a envie de faire bouger les choses. Et si nous pouvons très modestement y contribuer, nous en serons ravis. Et je vous le dis dans le titre, c'était ce matin à Djibouti, à Télécom, que le ministre de la Communication, M. Redouane Abdoulaye Badon, accompagné de sa collègue, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, ont lancé la cérémonie de cabine multiservice. Cette initiative novatrice de 10 monnaies avec le PNUD vise à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes djiboutiens. Djibouti Télécom et le Programme des Nations Unies pour le développement ont signé aujourd'hui un accord de partenariat révolutionnaire. Eh bien, ce projet qui consiste à réhabiliter d'anciennes cabines téléphoniques ouvre de nouvelles perspectives économiques et sociales pour les jeunes en quête d'un avenir meilleur. Il s'agissait de transformer 10 cabines téléphoniques obsolètes en cabines multiservices. Avec l'avènement de la téléphonie mobile, ces cabines étaient devenues désuétées, mais grâce à cette initiative, elles ont trouvé une nouvelle vocation en offrant des services de proximité aux habitants des quartiers dans lesquels elles seront implantées. Des discussions, nous avions évoqué la nécessité de voir comment nous pouvons capitaliser sur un certain nombre d'outils qui avaient été mis en place par Djibouti Télécom, notamment bâtis sur 10 recyclages au service de la digitalisation. Donc nous sommes fiers aujourd'hui que ces cabines qui ont été recyclées et qui intègrent plusieurs volets, donc à la fois les énergies renouvelables, également la digitalisation, donc l'ensemble des ODD sont intégrés à travers ce petit projet et vraiment nous voulons nous remercier, nous renouveler nos remerciements pour cette idée. C'est une fierté donc de voir cette idée devenir une réalité, qui est une réponse donc à l'insertion des jeunes, monsieur le DG de Djibouti Télécom l'a dit, mais également au chômage des jeunes. Eh bien, comme je vous le disais, cette initiative bénéficiera également d'un accompagnement personnalisé pour assurer le succès de cette phase pilote, qui est le projet a pour ambition d'entendre ces cabines multiservices dans tout le pays, créant ainsi davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes djiboutiens. Écoutons le directeur général de Djibouti Télécom. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui
pour cette cérémonie d'octroi des cabines multifonctions destinées aux jeunes entrepreneurs. Cette initiative incarne les valeurs et l'engagement des Djibouti Telecom envers notre jeunesse, mais également l'environnement et le développement durable. Nous sommes tous conscients des défis auxquels nos jeunes sont confrontés et des conséquences du changement climatique qui posent sur notre environnement. Le chômage et les problèmes environnementaux ne sont pas des problèmes lointains, mais des réalités que nous devons affronter ensemble. Excellences, Mesdames et Messieurs, la jeunesse djiboutienne constitue notre force et nous croyons en leur potentiel, en leur créativité et en leur désir de réussir. L'emploi des jeunes est au cœur des priorités de notre gouvernement. Le gouvernement est profondément engagé dans la promotion des politiques axées sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises dynamiques et diversifiées pour accélérer le développement et l'inclusion économique de nos jeunes. C'est dans ce contexte que Djibouti Telecom, en partenariat avec le PNUD, à travers son programme de RSE, a initié le projet d'octroi des cabines multifonctions. L'initiative que nous lançons aujourd'hui est doublement significative. Elle consiste à recycler les cabines téléphoniques obsolètes en leur donnant une nouvelle vie, tout en offrant à nos jeunes un chemin vers l'autonomie grâce à une activité génératrice de revenus. Eh bien, comme je vous le disais, cette initiative vise aussi à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes en situation modeste, aux chercheurs d'emploi et en particulier aux jeunes ayant des besoins spéciaux. Écoutons la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Je vais me trouver parmi vous ce matin pour le lancement de la première phase du projet pilote intitulé d'e-Money Impact. Ces projets de recyclage des anciennes cabines téléphoniques en antennes multifonctionnelles m'interpellent plus particulièrement, car ils créent des emplois pour les jeunes. C'est vrai, les jeunes à besoins spéciaux, certes à quantité réduite, mais avec un impact percutant en termes de protection de l'environnement, de stimulation de l'innovation, de l'esprit d'entreprise. C'est une initiative conforme à la nouvelle dynamique et synergie d'agir ensemble pour infléchir le chômage de jeunes. Le projet d'e-Money Impact repose sur une idée simple mais efficace parce que en phase avec plusieurs objectifs du développement durable comme le recyclage qui consiste à récupérer de la matière pour lui redonner vie et fonctionnalité. Donc c'est un projet écologique qui utilise de surcroît l'énergie renouvelable, des cabines digitalisées, connectées. Le principe de multifonction, je l'aurais compris, vise la durabilité et l'utilité optimale, parce que ces fonctions-là, on peut aussi les multiplier et les diversifier. D'ailleurs, elles pourront servir, donc c'est une requête que je mets, monsieur le directeur général, et c'est le cas, servir de relais pour plein d'autres activités et prestations de services, comme l'information, la communication, l'accompagnement en faveur de la jeunesse et de leur insertion professionnelle. Au-delà, bien sûr, de la fonction première de ces cabines, qui est de recharger les cartes monnaie. Donc le projet met en avant aussi l'inclusion sociale de personnes à besoins spéciaux. Ici, c'est très important de le dire, il ne s'agit pas de les assister, mais il s'agit de leur confectionner un outil de travail, un projet inclusif qui s'implante dans les quartiers populaires. Bref, c'est un projet porteur de plusieurs enjeux et en cela, il est intelligent et pourra servir de modèle à reproduire. Eh bien, dans les semaines à venir, ces jeunes gestionnaires formés par Djibouti Telecom au principe de la gestion entrepreneuriale recevront les clés de leur cabine ainsi qu'un fonds de démarrage pour lancer leur activité. Écoutons le ministre de la Communication, M. Redouane Abdoulaye Badone. Saluer l'initiative de Djibouti Telecom, opérateur national, d'avoir eu l'idée à la fois innovante
et singulière de recycler les anciennes cabines téléphoniques. Recycler ces cabines sous l'égide d'un projet à responsabilité sociétale est d'autant plus noble que la grande institution qu'est Djibouti Telecom. Il est impératif pour l'ensemble des institutions à la fois publiques et privées de se préoccuper du développement sociétal et environnemental du pays, mais aussi de l'ensemble de la communauté. Mesdames et messieurs, à Djibouti, les jeunes représentent une frange très importante de la population, soit 73% ayant moins de 35 ans. Malgré une croissance économique positive depuis bientôt une décennie, Djibouti souffre de la persistance d'un chômage élevé, particulièrement chez les jeunes. En dépit d'un contexte difficile, le gouvernement, dans sa politique d'employabilité, fait tout ce qui est en son pouvoir pour créer des conditions d'une meilleure insertion socio-professionnelle de notre jeunesse. Certes, il est nécessaire d'intensifier nos efforts pour qu'une masse significative de jeunes accèdent au monde de l'emploi. Grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous sommes déterminés à atteindre ce but et nous y parviendrons. Ces jeunes lauréats du projet d'octroi des cabines téléphoniques réhabilités sous forme d'un projet d'entrepreneuriat social s'ajoutent désormais aux nombreux jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes, entrepreneurs et entrepreneuses qui ne cessent de nous émerveiller par leur travail, leur talent et leur détermination à vouloir gagner le pari de l'autonomisation, de l'inclusion sociale et financière de la jeunesse de notre pays. Pour la réalisation de ce projet, Djibouti Telecom s'est associé au programme des Nations Unies pour le développement de Djibouti, incontournable partenaire au développement. Le PNUD de Djibouti est aussi associé à plusieurs projets de mon ministère. Je suis particulièrement heureux d'apprendre que les jeunes à besoins spéciaux n'ont pas été en marge de cette initiative. Ces projets répondent favorablement au souci du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est d'améliorer le cadre de vie des personnes vivant avec un handicap et ainsi leur faciliter une insertion professionnelle et sociétale. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir les réactions des bénéficiaires de ces projets. C'est avec une grande émotion et une profonde gratitude que je prends les paroles aujourd'hui en tant que jeune handicapé pour célébrer le lancement des projets de la cabine multifonction de Djibouti Telecom. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Mesdames, Messieurs, en tant que personnes à mobilité réduite, nous sommes souvent confrontés à des défis et à des obstacles dans ma vie quotidienne. Les besoins et les services. Les besoins et les services accessibles sont essentiels pour nous permettre de mener une vie épuisante et indépendante. Nous sommes donc extrêmement reconnaissants envers Djibouti Telecom et au PNUD pour cette initiative qui facilitera grandement notre insertion à la vie active et inclusion financière. Ce projet est une étape cruciale vers une société plus inclusive et équitable. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque personne, quel que soit son handicap, peut pleinement participer à notre communauté. Enfin, je remercie la directrice de Dimona. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le chef d'état-major général des armées qui a hier effectué une visite d'inspection de grande importance au nord, plus exactement au régiment interarmé de Tadjoura. Eh bien, l'objectif premier de cette visite était de s'enquérir de la situation sécuritaire prévalant au sein du régiment. Il y a des données des consignes particulières de sécurité de cette démarche qui s'inscrit dans le cadre de la mission du CMGA à superviser les opérations et de surveiller la sécurité du pays.
mada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen. Eh bien, cette visite a permis au CMGA de vérifier la préparation opérationnelle des troupes, l'état des infrastructures et des équipements, ainsi que la coordination entre les différentes branches des forces armées déployées sur place. Cette première étape d'inspection visait à renforcer la vigilance et à garantir que le régiment de Tadjoura est prêt à répondre efficacement à toute éventualité. Et bien, puis le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, se rendu au centre d'entraînement opérationnel de Mariama. Cette partie de la visite était divisée en deux phases distinctes, chacune revêtant une importance cruciale. La première phase consistait à vérifier le dispositif en place pour accueillir un exercice de masse interarmée qui débutera dans les 72 prochaines heures. Il s'agissait de s'assurer que toutes les conditions nécessaires étaient réunies pour mener à bien cet exercice. ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa. La deuxième phase de l'inspection était axée sur la prise de contact avec le bataillon Hill 11 qui est en cours de préparation opérationnelle en vue de son déploiement prochain en Somalie sous la bannière de la CNIS. Le CMGA a eu l'opportunité de s'entretenir avec les membres du bataillon, d'évaluer leur état de préparation et de leur transmettre des directives importantes pour leur mission à venir. ogtahay ilwaadi markiyaan askari gala arligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray tahay ilwaadi markiyaan askari gala arligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray gam'aanahay tiir la irkadaanahay adigahaad. Puis le chef d'état-major général des armées, accompagné du chef d'état-major de la défense et du directeur général de la police nationale, ont effectué une visite au poste de commandement tactique d'Oumera. Et bien placé sous le commandement du lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf, les militaires en charge de cette zone frontalière étaient au centre de cette inspection. seflaba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay ololyo gabaanahay onkodiyo colbaanahay adin laga baqaanahay seflaba aflaanahay
gesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay abur iyo masbaano geedadku ima karo abur iyo masbaano geedadku ima karo abbaha dalkeeniyo kuwa aniga ii talin arrimaha ka soo baxa ka adkaynayaanahay abur iyo masbaano geedadku ima karo abur iyo masbaano geedadku ima karo. L'objectif principal de cette visite était doublé d'évaluer le niveau de sécurité et le moral des troupes dans la région. Le CMGA a également rendu hommage aux martyrs qui ont sacrifié leur vie lors du conflit de Doméra, marquant ainsi leur dévouement à la défense nationale. Enfin, la visite a permis d'établir un contact essentiel avec la population locale et de fournir des consignes aux militaires, notamment en ce qui concerne l'assistance aux personnes immigrantes et le maintien de l'opérationnalité et de la vigilance. Ainsi, leur dévouement à la défense nationale, qui est l'objectif de cette visite, était doublé, évaluer le niveau de sécurité et le moral des troupes dans la région de Doméra. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وخائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييت منا فاحيي على الاسلام ومن توفى منا فتوفى على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تدلنا بعدهم وصدقات واذكر ابوذا ارميغا inansido. Eh bien, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a adressé un discours aux différents éléments des corps de formation présents sur place. Eh bien, dans son allocution, le chef d'état-major général des armées a réaffirmé son soutien à la politique de l'État et à la préservation de la paix et de la stabilité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qu'elles soient l'effectif et les ressources disponibles. Il a également rappelé que malgré quelques petites difficultés rencontrées, notre pays se porte bien après 46 ans d'existence. Il a attribué la grâce. À la grâce de Dieu, le CMGA a exprimé un sincère hommage aux forces armées et aux soldats stationnés sur place, exprimant sa reconnaissance envers les militaires et les divers corps présents sur ce site. Le général a souligné son admiration pour l'engagement des soldats dans les missions qu'ils accomplissent. Il l'encourage à être fiers de leur travail, tout comme il est fier d'eux. Il a également mentionné que les familles et la nation entière devraient être fiers de ces soldats. Le CMGA a expliqué que leur présence sur le site avait pour but de rapprocher les différents corps de l'armée et de rappeler l'importance de leur mission qui est de veiller sur l'intégrité du territoire, une priorité absolue. Il a souligné les valeurs fondamentales qui guident leur institution telles que l'honneur, la discipline, l'amour pour la patrie et l'unité. De plus, il a souligné l'importance de la rigueur, de la droiture, du sacrifice et du don de soi. Il a conclu en exprimant sa profonde reconnaissance pour l'esprit qui anime les soldats dans leur mission, les encourageant à être fiers de leur travail, tout comme lui et être fier d'eux. Il a également demandé la bénédiction de Dieu
pour les soldats en service, les blessés et leurs familles, ainsi que sa protection pour leur mission quotidienne. Il a souhaité que leur action soit guidée par la droiture, la sagesse et la compassion. Il a prié que pour Dieu accorde à la nation la paix, la stabilité et la prospérité pour la République du Djibouti. Autre thème cette fois-ci, on parlera de météo. Alors que les prévisions météorologiques annoncent des conditions climatiques difficiles, les autorités ont pris des mesures préventives exemplaires pour faire face aux intempéries à venir. Et bientôt ce matin, sous la direction du préfet de la ville de Djibouti, une réunion préparatoire de la cellule de crise s'est tenue pour coordonner les efforts et garantir la sécurité de la population. Étaient présents à cette réunion des représentants de divers services gouvernementaux liés à cette question des priorités nationales. L'objectif principal de cette réunion était de se préparer efficacement à la saison des intempéries en abordant 3 points essentiels. Chaque service concerné par la gestion des intempéries a présenté un bilan de ses ressources et capacités pour faire face à d'éventuelles catastrophes naturelles. Eh bien, cette évaluation a permis de mieux comprendre les moyens disponibles pour répondre aux besoins de la population en cas d'urgence. Les participants ont identifié des mesures préventives à entreprendre pour surmonter les défis et obstacles liés aux intempéries. Il s'agit notamment de la mise en place des plans d'évacuation, de l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, de la coordination de secours. Un inventaire détaillé des défis et obstacles potentiels a été dressé pour anticiper les situations qui pourraient survenir. Intempéries et en train d'éventuelles inondations. Nous sommes réunis aujourd'hui en présence de tous les membres de la cellule de crise qui provenaient de différentes institutions, à savoir la police nationale, la protection civile, la direction de l'assainissement, les différentes sous-préfectures, ainsi de suite. Donc l'objet de cette réunion portait principalement sur 3 points. D'abord, il fallait faire un inventaire du dispositif ou du matériel dont nous disposons actuellement pour faire face à d'éventuelles intempéries ou inondations. Donc chaque institution nous a présenté le dispositif dont elle disposait. Et puis, nous nous sommes assurés sur l'opérationnalité de tous ces dispositifs. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'était comment on devrait répartir les tâches par les dans les différentes institutions. Ça veut dire chaque institution, où est-ce qu'elle devrait intervenir, n'est-ce pas, dans les différents quartiers de la capitale. C'était le deuxième point de cette réunion, donc la répartition a été bien faite et nous avons distribué les répartitions aux différentes institutions ici présentes. Et puis la préfecture, bien sûr, va piloter toutes ces opérations, toutes ces activités. Et donc les sous-préfets vont sillonner toutes les artères de la capitale pour informer les préfets de toute éventualité ou de toutes les urgences. Donc voilà, c'est une réunion préparatoire et que la cellule de crise a l'habitude de faire en chaque intempérie ou s'il y a d'éventuelles inondations. Et enfin, dans l'actualité nationale, la délégation du ministère de la Femme somalienne, conduite par son ministre de la Femme et du Développement des Droits de l'Homme, a effectué ce matin une visite de travail à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Après un accueil chaleureux de la part des membres de l'UNFD, la délégation somalienne a effectué une visite guidée dans la cellule d'écoute, d'information et d'orientation des personnes victimes de violences où elle a discuté et échangé avec les responsables. Eh bien, au cours d'une cérémonie organisée pour la bienvenue, la délégation du ministère somalien de la Femme s'est réjouie de la visite au siège de l'UNFD et a félicité par la même occasion les femmes djiboutiennes et l'UNFD pour son engagement et son accompagnement quotidien en faveur des femmes, des enfants et des jeunes filles djiboutiennes. Au cours de cette cérémonie d'accueil, la délégation somalienne a discuté avec la secrétaire générale de l'UNFD et d'autres membres de la direction de l'organisation afin d'en savoir plus sur les efforts pour promouvoir l'égalité des sexes et le droit des femmes. L'ensemble de la délégation somalienne a exprimé sa joie pour les efforts de l'UNFD et a loué l'organisation pour son engagement pour améliorer la vie des femmes et des jeunes filles en République de Djibouti. Elle a également souligné l'importance de soutenir l'autonomisation des femmes et l'égalité hommes et femmes dans l'embauche. La secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, s'est dit réjouie de l'excellente relation et coopération entre les deux pays pour promouvoir des questions d'intérêt commun, notamment l'émancipation de la femme de la Corne d'Afrique. D'autant que l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, M. Mohamed Ibrahim Youssouf, a pris part à cette visite de travail à l'UNFD.
Et enfin, dans l'actualité internationale, au Kenya, un tribunal kenyan a prolongé mardi une décision de justice suspendant le déploiement d'un millier de policiers en Haïti, plongeant dans le chaos et la violence dans les gangs, dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. Les petits pays des Caraïbes connaissent des nouveaux criminalités, alerté lundi l'ONU, 3 semaines après avoir donné son feu vert au déploiement d'une mission multinationale non onusienne dirigée par le Kenya pour venir en aide à la police haïtienne. La décision du gouvernement kenyan de déployer des policiers en Haïti a suscité de nombreuses interrogations et critiques dans ce pays d'Afrique de l'Est. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, après une journée de bombardement très meurtrière, l'ONU a appelé un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Une autre frappe israélienne meurtrière sont celles qui poussent l'ONU à appeler un cessez-le-feu immédiat. Cette fois-ci, c'est une place du marché de Nourazat, dans le centre de la bande de Gaza, qui a été bombardée. Plusieurs commerçants ont été tués, des dizaines blessés, extraits des décombres, selon les secours palestiniens et les journalistes présents sur place. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, placez nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.